Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Jeudi Actu du 11 janvier 2024. Une nouvelle année commence et pour autant, les actualités ne s'arrêtent pas. Nous vous présenterons donc deux actualités, avec dans un premier temps la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre du gouvernement français, puis nous quitterons la France pour en apprendre un peu plus sur la situation de guerre civile en Équateur grâce à Timothée. Nous pencherons donc dans un premier temps sur la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre du gouvernement français, que nous pourrons relier au thème 1, comprendre un régime démocratique. Gabriel Attal a été désigné ce mercredi 9 janvier Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron. Gabriel Attal va s'atteler dès mercredi à former son futur gouvernement au lendemain de sa nomination par le président de la République, destiné à insuffler un nouvel élan à un quinquennat en panne. Le nouveau locataire de Matignon a commencé par recruter son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin. Actuel directeur du Trésor et proche du ministre de l'économie Bruno Le Maire et du secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, un haut fonctionnaire qui dispose d'une parfaite connaissance du fonctionnement de l'État, a indiqué mercredi l'entourage de Gabriel Attal. Après un premier déplacement dans la foulée de sa nomination dans le Pas-de-Calais touché par les inondations, le Premier ministre va devoir trouver un difficile équilibre au sein de la majorité pour la nomination d'une équipe ministérielle que certains voudraient plus resserrer. Les Édouard Philippe et les François Bayrou vont sûrement monter les enchères pour peser sur la composition du gouvernement, analyse un cadre macroniste parlementaire en évoquant les influents chefs des partis Horizon et Modem, membres de la majorité. D'autres poids lourds de la majorité ont aussi fait passer des messages, comme le patron du Modem, François Bayrou, qui a confié aux Parisiens ses interrogations sur l'expérience nécessaire pour le choix du successeur d'Elisabeth Borne. Les tractations battent donc leur plein en coulisses et les rumeurs fusent sur ceux qui pourraient quitter le navire à l'occasion du remaniement. Effectivement, on peut comprendre que Bruno Le Maire, par ego, n'ait pas envie d'être sous l'autorité de son ex-secrétaire d'État. Le cadre du camp présidentiel évoque aussi les départs possibles du porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou du ministre des Transports Clément Beaune, tombé en disgrâce à cause de ses réticences sur la loi immigration. Plusieurs autres ministres de l'aile gauche de la Macronie ont exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l'occasion du vote de ce texte. La question de leur maintien au sein du gouvernement sera au cœur des discussions. Gabriel Attal devra aussi se trouver un successeur au ministère de l'Éducation nationale qu'il n'aura occupé que 5 mois. Il a assuré mardi que la cause de l'école demeurait, je cite, la mère de nos batailles. La nomination de celui qui fait partie des personnalités politiques préférées des Français a, semble-t-il, fait grincer quelques dents en interne au sein du gouvernement sortant, notamment chez ceux qui ambitionnent de succéder à Emmanuel Macron et observent avec inquiétude sa fulgurante ascension. Chargé de redonner audace et mouvement à un quinquennat en panne, le Premier ministre va pourtant faire face aux mêmes difficultés que celle qui l'a précédé, Elisabeth Borne. Absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale et Macronie fracturée par la loi d'immigration. Gabriel Attal a en ligne de mire les élections européennes du 9 juin. Il sera en partie jugé sur sa capacité à réduire l'écart important, selon les sondages, entre la liste de la majorité et celle du Rassemblement national, donnée largement gagnante et conduite par un autre jeune responsable politique et ambitieux, Jordan Bardella. Dans son discours de passation de pouvoir mardi après-midi, le Premier ministre a affiché l'objectif de garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Il a aussi promis de réunir rapidement, je cite, toutes les forces vives de ce pays, partenaires sociaux et élus locaux. Le deuxième sujet de ce Jeudi Actu porte également sur le thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie. Depuis plusieurs jours, la situation est hors de contrôle. Les gangs de narcotrafiquants sèment le chaos en Équateur, petit pays d'Amérique latine, situé entre le Pérou et la Colombie. Il y a au moins 10 morts. La vague de violence est partie, en début de semaine, de Guayaquil, la grande ville portuaire située sur le Pacifique. Mardi 9 janvier, en pleine rue, des bandes ouvrent le feu sur les forces de l'ordre et sur les civils. Des tirs sont entendus à l'université, des combats ont lieu dans le métro et on parle de policiers enlevés et assassinés. Et puis, à 14h, en plein direct, un gang envahit le plateau d'une chaîne de télévision, TC, qui émet dans tout le pays. Les journalistes demandent qu'on appelle la police, ils sont jetés au sol par des assaillants très nerveux qui ne tiennent pas en place, armes à la main, visages dissimulés sous des capuches et des foulards. Ils brandissent des grenades et des bâtons de dynamite devant les caméras. La scène dure une demi-heure, c'est à la fois surréaliste et terrifiant. Et puis, le signal est coupé, la police donne l'assaut, les 13 membres du gang sont arrêtés, il n'y a pas de victimes. À l'origine de cette flambée de violence, l'évasion de l'ennemi public numéro 1, José Adolfo Macias, dit Fito, chef du gang des Choneros, le plus ancien et le plus puissant du pays. Quand la nouvelle s'est répandue dimanche, les mutineries se sont multipliées en prison et le mouvement s'est étendu. Plusieurs centaines de gardiens sont toujours pris en otage. Mercredi 10 janvier,
dans certains établissements pénitentiaires menacés sur les réseaux sociaux. On ne parle pas encore de guerre civile, mais le pays est en état de conflit armé interne. Dépassé par les événements, mais très ferme, le président Daniel Noboa a ordonné la neutralisation de 22 groupes criminels qu'il a cités un par un. On ne négociera pas avec les terroristes, dit ce jeune chef d'État de 36 ans, élu en novembre sur une promesse qu'il compte bien tenir, rétablir la sécurité. Car cela fait plusieurs années que le pays est gangréné par la violence des cartels. L'Équateur, autrefois havre de paix et l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, est devenu, en moins de 10 ans, le principal point d'exportation de la cocaïne produite par ses deux voisins, le Pérou et la Colombie, qui sont les deux plus gros producteurs du monde. En assurant le transport de la marchandise au départ de la côte pacifique jusqu'au Mexique ou aux États-Unis, les gangs de rue sont devenus des acteurs majeurs du narcotrafic, rendus intouchables par la corruption. L'économie dollarisée, en effet, le pays a abandonné en 2000 sa monnaie nationale, le sucre pour le dollar, le peu de surveillance des ports et le manque de contrôle de l'État sur le blanchiment d'argent ont permis à l'économie de la drogue de prospérer et la violence a explosé. En 2022, extorsion et séquestration ont augmenté de 300% selon l'analyste en sécurité Carolina Andrade au journal espagnol El País. Les homicides se sont multipliés, le taux est d'aujourd'hui de 26 morts pour 100 000 habitants. En août, un candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, a même été assassiné de 3 balles dans la tête à la sortie d'un meeting 11 jours avant le scrutin. L'ancien président, Rafael Correa, resté 10 ans au pouvoir jusqu'en 2017, en appelle à l'unité nationale tout en dénonçant les politiques publiques conduites ces 7 dernières années qui ont mené selon lui à l'augmentation des violences. Le Brésil, le Chili, la Colombie et le Pérou ont exprimé leur soutien, disant leur rejet de la violence. Très préoccupés, les États-Unis ont, quant à eux, proposé leur assistance à l'Équateur.